L'esprit du soldat. Le dernier au revoir. L'aube se levait doucement sur Paris en ce matin d'août 1914, baignant les rues pavées d'une lumière dorée qui semblait ignorer la gravité du moment. Les premiers rayons du soleil s'infiltraient à travers les rideaux de dentelle de l'appartement des Dubois, situé au 3e étage d'un immeuble haussmannien de la rue de Rennes, illuminant la poussière qui dansait dans l'air comme autant de particules d'or en suspension. Marie Dubois, une femme de 45 ans au visage encore gracieux malgré les premières rides qui témoignaient des épreuves de la vie, s'affairait autour de son fils unique, Pierre. Ses doigts tremblants ajustaient méticuleusement chaque détail de l'uniforme bleu horizon qui transformait son petit garçon en homme, en soldat. À 20 ans, Pierre se tenait droit devant le miroir en pied du salon, son regard reflétant un mélange de fierté juvénile et d'appréhension à peine dissimulée. « Tourne-toi un peu, mon chéri » murmura Marie, sa voix trahissant l'émotion qu'elle tentait désespérément de contenir. « Il faut que tout soit parfait. » Ses mains s'attardaient sur chaque bouton, chaque pli, dans un geste qui semblait vouloir retenir le temps lui-même. Pierre observait sa mère dans le miroir, son cœur se serrant à la vue de ses cheveux grisonnants qu'elle n'avait même pas pris le temps de coiffer ce matin-là. Depuis la mort de son père, emporté par la tuberculose 5 ans plus tôt, ils n'avaient vécu que l'un pour l'autre. Il connaissait par cœur chaque expression de ce visage aimé, chaque intonation de cette voix qu'il avait bercé toute son enfance. « Maman, dit-il doucement, se retournant pour lui faire face, ne t'inquiète pas tant. Je reviendrai avant que tu ne t'en rendes compte. » Il prit ses mains dans les siennes, ses mains qu'il avait soignées, nourries, aimées pendant toutes ces années. « Tu verras, cette guerre sera courte. » Tout le monde le dit. Dans la rue, les bruits de la ville qui s'éveillaient montaient jusqu'à eux, le claquement des sabots des chevaux sur les pavés, les voix des marchands qui installaient leurs étals, le tintement distant des tramways. Mais ce matin-là, ces sons familiers étaient ponctués par le passage de groupes de jeunes hommes en uniforme, leurs pas résonnant sur les trottoirs tandis qu'ils se dirigeaient vers les points de rassemblement. Marie s'écarta légèrement, essuyant furtivement une larme. Elle se dirigea vers la cuisine, où le petit déjeuner attendait sur la table en bois ciré qui avait connu tant de repas familiaux. « Viens manger quelque chose avant de partir, » dit-elle, retrouvant un semblant de normalité dans ce geste quotidien. « J'ai fait ton café comme tu l'aimes, et Madame Moreau a apporté des croissants frais de sa boulangerie. » Pierre la suivit, s'asseyant à sa place habituelle. Le soleil qui entrait par la fenêtre de la cuisine illuminait la collection de cuivre que sa mère astiquait religieusement chaque semaine, créant des reflets chaleureux sur les murs au papier peint fleuri. Sur le buffet, la photographie de son père en uniforme de la guerre de 1870 semblait le regarder avec une intensité particulière. « Tu sais, » dit Pierre entre deux bouchées de croissant, « je pense que papa serait fier aujourd'hui. » Il observa sa mère qui s'était assise en face de lui, ses mains serrées autour de sa tasse de café qu'elle ne buvait pas. Il a toujours dit qu'un homme doit faire son devoir envers son pays. Marie hocha la tête, incapable de parler pendant un moment. Quand elle retrouva sa voix, elle dit doucement, « Ton père était un homme bon et brave, Pierre. Mais il ne voulait pas cette vie pour toi. Il voulait que tu deviennes avocat, que tu aies une vie meilleure que la sienne. Je reviendrai pour finir mes études, maman. Ce n'est qu'un intermède. Et puis, comment pourrais-je rester ici pendant que mes amis partent se battre ? » Il se leva, regardant l'horloge sur le mur. « Il faut que j'y aille maintenant, le rassemblement est à 8 heures. » Marie se leva aussi, lissant machinalement son tablier. Elle alla dans sa chambre et en revint avec un petit paquet soigneusement enveloppé. « Tiens, dit-elle, le lui tendant. C'est un médaillon avec la photo de ton père et la mienne. Pour te porter chance. » Pierre prit le paquet avec révérence, l'ouvrant délicatement. Le médaillon en argent brillait doucement dans sa paume. Il l'ouvrit, regardant les deux petites photographies à l'intérieur, puis le glissa dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur. « Je le garderai toujours sur moi, promit-il, sa voix légèrement rauque d'émotion. » Dans la rue, les cloches de l'église Saint-Sulpice commencèrent à sonner, leur son mélancolique résonnant dans le quartier. Pierre prit son paquetage, qu'il avait préparé la veille au soir. Marie l'aida à l'ajuster sur ses épaules, ses doigts s'attardant sur les sangles comme pour une dernière caresse. « Mon petit, » murmura-t-elle, sa voix vacillant légèrement. « Promets-moi de faire attention. Promets-moi d'écrire dès que tu le pourras. » Pierre la prit dans ses bras, la serrant fort contre lui. Il respirait une dernière fois le parfum familier de lavande qu'elle portait toujours, ce parfum qui, depuis son enfance, signifiait la sécurité, l'amour, la maison. « Je te le promets, maman. Je t'écrirai si souvent que tu te lasseras de mes lettres. » Sur le palier,
leur voisine, Madame Moreau, attendait avec un petit paquet. Des biscuits pour la route, dit-elle, les yeux brillants de larmes contenues. Et quelques cigarettes. Prends soin de toi, mon garçon. Pierre la remercia, glissant le paquet dans son pactage. Dans l'escalier, d'autres voisins sortaient sur leur palier pour le saluer. Le jeune homme qu'ils avaient vu grandir partait à la guerre, comme tant d'autres ce matin-là. Dans la rue, un groupe de jeunes hommes en uniforme attendait déjà. Pierre reconnut plusieurs visages familiers, Georges du café du coin, Antoine le fils du libraire, Marcel qui travaillait à la banque. Ils se saluèrent sobrement, conscients de la solennité du moment. Marie se tenait sur le pas de la porte, droite et digne malgré les larmes qui coulaient maintenant librement sur ses joues. Pierre se retourna une dernière fois, gravant dans sa mémoire l'image de sa mère dans l'encadrement de la porte de leur immeuble, les premiers rayons du soleil créant comme une auréole autour de sa silhouette. « Je t'aime, maman, dit-il simplement. « Je t'aime aussi, mon fils, répondit-elle. Que Dieu te protège. » Le groupe se mit en marche, leurs pas résonnant sur les pavés. D'autres mères, d'autres familles se tenaient aux fenêtres ou sur les trottoirs, agitant des mouchoirs en guise d'adieu. L'air était rempli d'une étrange électricité, mélange de peur et d'excitation, d'appréhension et de détermination. Marie resta sur le pas de la porte jusqu'à ce que la silhouette de son fils disparaisse au coin de la rue. Ce n'est qu'alors qu'elle rentra dans l'appartement soudain trop silencieux, trop vide. Sur la table de la cuisine, la tasse de café de Pierre était encore à moitié pleine, dernier vestige de leur dernier petit déjeuner ensemble. Les cloches de Saint-Sulpice continuaient de sonner, leur son semblant maintenant plus mélancolique que jamais. Marie s'assit lourdement sur une chaise, sortit son chapelet de sa poche, et commença à prier, comme elle le ferait chaque jour jusqu'au retour de son fils. Dans la rue, le soleil doux continuait de briller, indifférent au drame qui se jouait ce matin-là dans tant de foyers parisiens. Une nouvelle page de l'histoire commençait à s'écrire, une page qui changerait à jamais le destin de millions de vies. Les lettres du front. Les premiers flocons de décembre virevoltaient doucement devant la fenêtre de l'appartement de la rue de Rennes. Marie Dubois était assise dans son fauteuil près de la cheminée, une boîte en bois précieusement posée sur ses genoux. C'était une belle boîte en chêne que son mari avait sculptée des années auparavant, et qui contenait maintenant son trésor le plus précieux, les lettres de Pierre. Ses doigts effleurèrent tendrement la dernière enveloppe reçue, encore non ouverte. L'écriture de son fils, autrefois si soignée, était devenue plus pressée, plus nerveuse, mais restait reconnaissable entre mille. Le cachet postal indiquait « Verdun » et la date de 3 jours auparavant. Dans la cuisine, la bouilloire siffla, tirant Marie de sa contemplation. Elle se leva, déposa délicatement la boîte sur la petite table à côté de son fauteuil, et alla préparer le thé. Marguerite, sa voisine et amie de longue date, devait venir comme chaque après-midi depuis le départ de Pierre. Ses visites quotidiennes étaient devenues un rituel qui l'aidait à supporter la solitude. Alors qu'elle disposait les tasses sur un plateau en argent, celui qu'elle réservait autrefois aux grandes occasions, on frappa à la porte. Marguerite entra, apportant avec elle une bourrasque d'air froid et l'odeur de l'hiver parisien. « Ma chérie, dit Marguerite en enlevant son manteau couvert de neige, quel temps épouvantable. Mais regardez ce que je vous apporte. » Elle sortit de son sac un petit paquet enveloppé dans du papier journal. Des oranges. Monsieur Bernard en a reçu ce matin à l'épicerie. J'ai pensé à vous. Marie sourit, touchée par l'attention. Les oranges étaient devenues rares depuis le début de la guerre, et Pierre les adorait quand il était petit. Vous êtes trop bonne, Marguerite. Venez vous réchauffer près du feu. Les deux femmes s'installèrent dans leurs fauteuils habituels. Marie servit le thé, ajoutant une cuillère de miel dans chaque tasse, un autre petit luxe devenu rare. J'ai reçu une nouvelle lettre de Pierre, dit-elle enfin, désignant l'enveloppe encore cachetée. Marguerite se redressa, ses yeux brillants d'intérêt. Veuve de la guerre de 1870, elle comprenait mieux que quiconque l'importance de ces lettres. Eh bien, qu'attendez-vous pour l'ouvrir ? Marie prit délicatement l'enveloppe, la décachetant avec précaution pour ne pas déchirer le précieux contenu. Le papier était légèrement taché de boue, portant les marques du voyage depuis le front. Elle déplia la lettre et commença à lire à voix haute. Ma chère maman. Les jours se suivent ici dans une étrange routine dont je ne peux te donner tous les détails. Sache seulement que je vais bien, même si le froid commence à se faire sentir sérieusement. Heureusement, ton dernier colis est arrivé hier, les chaussettes de laine sont un véritable cadeau du ciel, et les garçons de ma section m'envient les biscuits que tu as envoyés. Antoine, tu sais, le fils du libraire, est toujours avec moi.
Nous parlons souvent de Paris, de nos familles. Cela nous aide à tenir. Hier soir, alors que nous étions de garde, il m'a récité des poèmes de Victor Hugo qu'il connaît par cœur. C'était étrange et beau à la fois, ces vers déclamés sous les étoiles, pendant que les obus explosaient au loin. Les nuits sont les plus difficiles. Le froid s'infiltre partout, et la boue nous arrive maintenant aux genoux. Mais ne t'inquiète pas trop, nous nous adaptons. Le lieutenant dit que nous sommes une bonne unité, soudée. Nous prenons soin les uns des autres. Je pense souvent à nos dimanches d'avant, quand nous allions nous promener au Luxembourg après la messe. Te souviens-tu de ce marchand de marron chaud près de la fontaine Médicis? Son odeur me revient parfois, comme un rêve d'une autre vie. J'ai gardé le médaillon que tu m'as donné. Je le regarde chaque soir avant de dormir. Vos visages, à papa et toi, me donnent du courage. Je sais qu'il aurait compris ce que nous vivons ici. Parfois, je crois sentir sa présence, comme s'il veillait sur moi. Comment vas-tu? J'espère que tu ne te fatigues pas trop avec ton travail pour la Croix-Rouge. Marguerite m'a écrit que tu passais beaucoup de temps à l'hôpital. Prends soin de toi, maman. Je veux te retrouver en pleine forme quand je rentrerai. Les cloches d'une église dans un village voisin sonnent en ce moment. Leur son me rappelle Saint-Sulpice. Dis-moi, continues-tu à aller à la messe de 8 heures? Je prie pour toi chaque jour, comme tu pries sûrement pour moi. Je dois te laisser maintenant. Le lieutenant nous appelle pour une inspection. Je t'écrirai bientôt. Ton fils qui t'aime. Pierre. PS, ne t'inquiète pas si mes prochaines lettres tardent un peu. On parle de mouvement de troupes, mais je ne peux pas en dire plus. Marie replia la lettre avec des gestes précis, presque rituels. Marguerite essuya discrètement une larme au coin de son œil. Votre Pierre a toujours eu le don des mots, dit-elle doucement. Il écrit comme un poète. Oui, répondit Marie, caressant le papier du bout des doigts. Mais je lis aussi ce qu'il ne dit pas. Cette lettre est différente des autres. Plus, je ne sais pas, plus sombre peut-être. Marguerite se pencha en avant, posant sa main sur celle de son amie. C'est l'hiver, ma chérie. Le froid, la boue, tout cela pèse sur le moral. Mais votre Pierre est fort. Il a la même détermination que son père. Marie se leva et alla vers la fenêtre. La neige tombait plus drue maintenant, transformant Paris en une ville de contes de fées. Les réverbères s'allumaient un à un dans la rue, créant des halos dorés dans la pénombre grandissante. Savez-vous ce que je fais chaque soir, Marguerite, dit-elle sans se retourner. Je regarde les étoiles, quand elles sont visibles. Je pense que quelque part, Pierre les regarde aussi. C'est notre façon d'être ensemble. Elle retourna vers son fauteuil et sortit les autres lettres de la boîte en chaîne. Voulez-vous que je vous lise les précédentes? J'aime les relire dans l'ordre. C'est comme avoir un morceau de lui avec moi. Marguerite acquiesça, s'installant plus confortablement dans son fauteuil. Marie commença à lire les lettres une par une, sa voix donnant vie aux mots de son fils. Les heures passèrent ainsi, ponctuées par le tic-tac de la pendule et le crépitement du feu dans la cheminée. Dehors, Paris s'enfonçait dans la nuit hivernale. Les rues s'étaient vidées, seuls quelques passants pressés bravaient encore le froid et la neige. Dans l'appartement, les deux femmes continuaient leur rituel, unies dans leur inquiétude et leur espoir. Quand Marguerite partit enfin, la nuit était tombée depuis longtemps. Marie rangea précieusement les lettres dans leur boîte, gardant la dernière sur sa table de nuit. Comme chaque soir, elle irait la relire avant de s'endormir. Dans sa chambre, elle s'arrêta devant la photographie de son mari en uniforme. « Veille sur notre fils, mon amour, murmura-t-elle. Protège-le là où il est. » Elle s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement le rideau. La neige avait cessé de tomber, et quelques étoiles brillaient dans le ciel dégagé. Quelque part, très loin vers l'est, dans la boue et le froid de Verdun, peut-être que Pierre regardait lui aussi ces mêmes étoiles. Marie resta un long moment à la fenêtre, perdue dans ses pensées. Le silence de la nuit n'était troublé que par le passage occasionnel d'une voiture ou le miaulement d'un chat errant. Paris semblait retenir son souffle, comme si la ville entière partageait l'attente anxieuse de toutes ses mères, ses épouses, ses sœurs dont les êtres chers étaient au front. Finalement, elle se prépara pour la nuit, disposant soigneusement ses vêtements sur la chaise comme elle l'avait toujours fait. Sur sa table de nuit, la lettre de Pierre attendait sa dernière lecture de la journée. Demain, elle rejoindrait les autres dans la boîte en chaîne, et l'attente d'une nouvelle lettre recommencerait. Avant de s'endormir, Marie fit sa prière habituelle, demandant à Dieu de protéger son fils.
Puis elle souffla la bougie et ferma les yeux, espérant que ses rêves la transporteraient auprès de Pierre, dans ce monde lointain et terrible où son enfant était devenu un homme. Le silence. Mars s'était installé sur Paris dans un balai de pluie et de timides rayons de soleil. Les arbres du Luxembourg commençaient à bourgeonner, ignorant la guerre qui déchirait l'Europe. Marie Dubois regardait par la fenêtre de son appartement, observant les gouttes de pluie qui glissaient le long des vitres, formant des rivières miniatures qui semblaient refléter ses larmes intérieures. Cela faisait maintenant 2 semaines qu'elle n'avait pas reçu de lettre de Pierre. 2 semaines d'un silence insupportable qui pesait sur son cœur comme une chape de plomb. Chaque matin, elle guettait le passage du facteur, son cœur battant à tout rompre à chaque fois qu'elle entendait des pas dans l'escalier. Ce matin-là ne fut pas différent. Elle s'était levée tôt, comme à son habitude, pour préparer son petit rituel, disposer le courrier de Pierre sur son bureau, sa dernière lettre, celle qui parlait de mouvements de troupes et qui se terminait par cette phrase qui la hantait, « Ne t'inquiète pas si mes prochaines lettres tardent un peu ». Le tintement familier de la cloche de l'immeuble annonça l'arrivée du facteur. Marie se précipita vers la fenêtre, reconnaissant la silhouette de Monsieur Lefort, le facteur du quartier depuis 20 ans. Elle le regarda trier son courrier devant la porte, son cœur battant la chamade. Quelques minutes plus tard, des pas résonnèrent dans l'escalier. Marie entr'ouvrit sa porte, comme elle le faisait chaque matin. Monsieur Lefort s'arrêta à son étage, son visage trahissant une gêne inhabituelle. « Bonjour, Madame Dubois, dit-il doucement. Juste quelques factures aujourd'hui. » Il lui tendit 2 enveloppes avec des gestes maladroits, évitant son regard. « Rien d'autre » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Non, madame. Je suis désolé. » Marie referma la porte, les factures tombant de ses mains tremblantes. Elle se dirigea vers son fauteuil près de la fenêtre, celui d'où elle pouvait voir la rue et l'église Saint-Sulpice au loin. Les cloches sonnaient 8 heures, leur son familier semblant plus mélancolique que jamais. Un coup frappé à sa porte la tira de sa torpeur. C'était Marguerite, son visage marqué par l'inquiétude. « Ma chérie, dit-elle en entrant, j'ai croisé Monsieur Lefort dans l'escalier. Il m'a dit. » « Toujours rien, coupa Marie, sa voix tremblante. 2 semaines, Marguerite. Jamais il m'a attendu si longtemps pour écrire. Marguerite s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de son amie. Le courrier est parfois retardé du front, vous le savez bien. Et puis, il nous avait prévenu dans sa dernière lettre. Marie hocha la tête mécaniquement, ses yeux fixés sur le clocher de Saint-Sulpice. La pluie s'était intensifiée, transformant les rues en miroirs liquides où se reflétaient les nuages gris. Les jours suivants s'écoulèrent dans une attente de plus en plus anxieuse. Marie continuait sa routine quotidienne comme un automate, se lever, attendre le facteur, travailler à l'hôpital pour la Croix-Rouge, rentrer, attendre encore. Un matin pluvieux, alors qu'elle rangeait la vaisselle du petit déjeuner, des pas inhabituels résonnèrent dans l'escalier. Plus lourds, plus mesurés que ceux du facteur. Son cœur se serra. Elle connaissait ces pas, les avait entendus trop souvent ces derniers mois chez d'autres familles de l'immeuble. La sonnette retentit, stridente dans le silence de l'appartement. Marie resta immobile pendant ce qui sembla une éternité, fixant la porte comme si elle pouvait repousser l'inévitable par la seule force de sa volonté. Finalement, elle s'avança, ses jambes tremblantes la portant jusqu'à la porte. Quand elle l'ouvrit, 2 officiers en uniforme se tenaient sur le palier, leur képi à la main. Le plus âgé des deux, un capitaine aux tempes grisonnantes, s'éclaircit la gorge. « Madame Dubois » demanda-t-il doucement. Marie hocha la tête, incapable de parler. Le monde semblait tourner au ralenti, comme dans un cauchemar dont elle ne pouvait s'éveiller. « Puis j'entrai, madame » continua le capitaine. « Nous avons des nouvelles concernant votre fils, le soldat Pierre Dubois. » Elle s'écarta mécaniquement, les laissant entrer dans son salon. Les officiers restèrent debout, mal à l'aise dans cet intérieur bourgeois où les photos de Pierre enfant semblaient les regarder depuis les murs. « Madame, commença le capitaine, c'est avec un profond regret que je dois vous informer que votre fils, le soldat Pierre Dubois, est tombé au champ d'honneur le 3 mars, lors d'une offensive près de Verdun. » Les mots flottèrent dans l'air comme des oiseaux de mauvais augure. Marie sentit ses jambes se dérober sous elle. Le jeune officier qui accompagnait le capitaine la rattrapa avant qu'elle ne tombe, l'aidant à s'asseoir dans son fauteuil. « Il est mort en héros, madame, poursuivit le capitaine. Il a sauvé plusieurs de ses camarades lors d'une attaque ennemie. Son courage a été exemplaire. » Marie fixait un point invisible devant elle, ses mains crispées sur les accoudoirs du fauteuil. «
Les mots du capitaine lui parvenaient comme à travers un épais brouillard, médaille posthume. Honneur de la patrie. Sacrifice suprême. La porte de l'appartement s'ouvrit brusquement, laissant entrer Marguerite qui avait été alertée par les voisins. Elle se précipita vers son ami, l'enveloppant dans ses bras protecteurs. « Mon Dieu, Marie, mon Dieu !» Les officiers se retirèrent discrètement, laissant sur la table un pli officiel et une petite boîte contenant les effets personnels de Pierre. Marie resta immobile dans les bras de Marguerite, ses yeux secs fixés sur la boîte qui contenait les dernières traces terrestres de son fils. Les heures qui suivirent furent un brouillard de visages et de voix. Les voisins défilèrent, apportant leurs condoléances. Madame Moreau de la boulangerie monta avec du pain frais et des gâteaux que personne ne toucha. Le curé de Saint-Sulpice vint lui-même, parlant doucement de la miséricorde divine et de la vie éternelle. Ce n'est que tard dans la nuit, quand tout le monde fut parti, que Marie trouva la force d'ouvrir la petite boîte. Ses mains tremblaient alors qu'elle en sortait les objets un à un, le médaillon qu'elle lui avait donné, encore intact mais terni par la boue des tranchées, son carnet de notes taché de sang, quelques lettres qu'elle lui avait écrites et qu'il gardait toujours sur lui. Au fond de la boîte, elle trouva une lettre inachevée, datée du 2 mars, la veille de sa mort. Ma chère maman. Le printemps arrive doucement ici, même si la guerre ne nous laisse pas le temps de l'apprécier. Les premiers oiseaux sont revenus, leur chant contrastant étrangement avec le bruit des canons. Je pense beaucoup à toi ces derniers temps. À nos promenades du dimanche, à tes tartes aux pommes, à la façon dont tu chantonnais en faisant le ménage. Ces souvenirs me réchauffent le cœur dans les moments difficiles. Demain, nous devons. La lettre s'arrêtait là, brutalement interrompue par le destin. Marie la serra contre son cœur, et pour la première fois depuis l'annonce, les larmes commencèrent à couler. Elle pleura toute la nuit, berçant la dernière lettre de son fils comme elle l'avait bercé enfant. Les cloches de Saint-Sulpice sonnèrent les heures, imperturbables, marquant le temps qui continuait sa course malgré tout. Au petit matin, Marguerite la trouva endormie dans son fauteuil, la boîte des effets de Pierre serrée contre elle. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de formalités administratives, de visites officielles, de préparatifs pour une cérémonie où l'on honorerait un corps absent, perdu quelque part dans la boue de Verdun. Le printemps continua son avancée inexorable, indifférent à la douleur des hommes. Les arbres du Luxembourg se couvrirent de feuilles, les oiseaux construisirent leurs nids, et la vie continua son cours dans les rues de Paris. Mais pour Marie, le monde s'était arrêté ce matin de mars où 2 officiers étaient venus frapper à sa porte. La nuit, dans le silence de son appartement, elle croyait parfois entendre les pas de Pierre dans le couloir, son rire dans la cuisine, le bruit de sa plume grattant le papier lorsqu'il écrivait ses lettres. Mais il ne restait que le silence, un silence assourdissant qui semblait engloutir tout le reste. Les murmures. L'été 1920 s'était installé sur Paris avec une douceur inhabituelle. 5 ans s'étaient écoulés depuis la fin de la guerre, 5 années pendant lesquelles Marie Dubois avait vécu comme une ombre dans son appartement de la rue de Rennes, désormais trop grand pour elle seule. Les photos de Pierre, figées dans leur cadre doré, la regardaient depuis les murs, témoins silencieux de sa solitude. Ce soir-là, comme souvent, Marie somnolait dans son fauteuil près de la fenêtre ouverte. La chaleur de juillet rendait l'air lourd, et les rideaux de dentelle dansaient paresseusement dans la brise du soir. Sur ses genoux reposait l'album photo qu'elle feuilletait chaque jour, ses doigts caressant machinalement les images jaunies de son fils. Le clocher de Saint-Sulpice venait de sonner 22 heures quand elle l'entendit pour la première fois. « Maman, je suis là. » La voix était si claire, si proche, qu'elle ouvrit brusquement les yeux, son cœur battant la chamade. « Pierre » murmura-t-elle dans l'obscurité grandissante. Seul le silence lui répondit, mais un silence différent, comme chargé d'électricité. L'air semblait plus dense, plus lourd. Sur la table basse, la tasse de thé maintenant froide se mit à vibrer légèrement, produisant un tintement à peine perceptible contre sa soucoupe. Marie se leva lentement, ses jambes tremblantes. « Je deviens folle » murmura-t-elle pour elle-même. La chaleur, sans doute. Pourtant, alors qu'elle traversait le salon pour allumer la lampe, une odeur familière l'arrêta net. Le parfum du tabac que Pierre fumait, ce mélange particulier qu'il achetait chez le buraliste du coin. L'odeur était fugace mais indéniable, comme si quelqu'un venait juste d'éteindre une cigarette. Les jours suivants furent marqués par une succession d'événements étranges. Des objets qui se déplaçaient légèrement pendant la nuit, la photo de Pierre sur la commode qui se retrouvait tournée différemment au matin, son livre de chevet qui changeait de place, les rideaux qui semblaient s'agiter sans vent.
Marie commença à noter ces incidents dans un petit carnet, d'abord pour se convaincre qu'elle ne perdait pas l'esprit. Les pages se remplissaient rapidement. 15 juillet, entendu des pas dans le couloir à 23 heures. Personne quand j'ai vérifié. 16 juillet, l'odeur de son tabac dans le salon, très forte ce matin. 17 juillet, sa médaille militaire retrouvée sur mon oreiller, je suis certaine de l'avoir laissée dans le tiroir. 18 juillet, sa voix, encore. Plus claire cette fois, ne pleure plus, maman. Un soir, alors qu'elle écrivait dans son carnet, Marguerite vint lui rendre visite. Son amie la trouva plus agitée que d'habitude, ses yeux brillant d'une lueur fébrile. « Marie, ma chérie, dit Marguerite en s'asseyant face à elle, vous semblez différente. Quelque chose ne va pas. » Marie hésita un long moment, ses doigts jouant nerveusement avec les pages de son carnet. « Marguerite, commença-t-elle enfin, si je vous dis quelque chose d'extraordinaire, me promettez-vous de ne pas me croire folle ? » Bien sûr, ma chérie. Vous savez que vous pouvez tout me dire. Marie prit une profonde inspiration. Je crois que Pierre essaie de me parler. Un silence pesant s'installa dans le salon. Dehors, les derniers rayons du soleil coloraient le ciel de teinte rosée, projetant des ombres étranges sur les murs. Parlez, répéta doucement Marguerite. Comment ça ? Marie lui raconta tout, la voix, les objets déplacés, l'odeur de tabac. À mesure qu'elle parlait, elle s'attendait à voir le visage de son ami se fermer, à y lire le jugement ou l'inquiétude. Mais Marguerite l'écoutait attentivement, son visage restant étrangement serein. « Ma chérie, dit-elle finalement, connaissez-vous Madame Laurent ?» Marie secoua la tête. « C'est une dame qui vit rue du Vieux-Colombier. Une médium. Beaucoup de familles de soldats vont la voir. On dit qu'elle peut communiquer avec ceux qui sont partis. » Une médium, répéta Marie, sceptique. Avant la guerre, elle aurait ri d'une telle suggestion. Mais maintenant, elle a aidé la sœur de Madame Moreau, continua Marguerite. Elle lui a transmis des messages de son mari, des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Des détails très précis. Marie se leva et alla vers la fenêtre. Le ciel s'était assombri, et les premières étoiles commençaient à apparaître. Quelque part dans l'immeuble, un piano jouait doucement une mélodie de Chopin que Pierre aimait tant. Vous pensez vraiment que... Elle s'interrompit, incapable de formuler la question qui lui brûlait les lèvres. Je pense, dit doucement Marguerite, que dans ce monde il y a plus de mystère que nous ne pouvons l'imaginer. La guerre nous l'a bien montré. Et si Pierre essaie vraiment de vous parler ? À cet instant précis, la flamme de la lampe vacilla inexplicablement. Un courant d'air froid traversa la pièce, faisant frissonner les deux femmes. Le piano s'arrêta brusquement au milieu d'une mesure. Demain, décida Marguerite en se levant, je vous accompagnerai chez Madame Laurent. Que risquez-vous à essayer ? Cette nuit-là, Marie eut du mal à trouver le sommeil. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond où dansaient les ombres projetées par les réverbères de la rue. L'appartement semblait vibrer d'une présence invisible, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. « Pierre, murmura-t-elle dans l'obscurité, si tu es là, mon fils, donne-moi un signe. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, doucement, comme une caresse, elle sentit un effleurement sur sa joue. L'odeur de tabac emplit la pièce, plus forte que jamais, et quelque part dans l'appartement, une porte grinça doucement. Marie ferma les yeux, son cœur battant si fort qu'il lui semblait que tout l'immeuble devait l'entendre. Pour la première fois depuis la mort de Pierre, elle ne se sentait plus seule. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une étrange sensation de paix. Sur sa table de nuit, la photographie de Pierre avait été déplacée, et à côté, posée bien en évidence, se trouvait sa médaille militaire, brillant doucement dans la lumière du matin. Marguerite vint la chercher tôt dans l'après-midi. Les deux femmes marchèrent en silence jusqu'à la rue du Vieux-Colombier, leurs pas résonnant sur les pavés chauffés par le soleil. L'été parisien battait son plein, et les terrasses des cafés étaient pleines de vie, contrastant étrangement avec leur mission. Devant la porte de l'immeuble de Madame Laurent, Marie hésita. Et si ce n'était que mon imagination ? Si je me trompais ? Marguerite serra doucement son bras. Alors nous serons fixés. Mais je ne crois pas que vous vous trompiez. J'ai vu trop de choses pendant et après la guerre pour douter qu'il existe des liens entre notre monde et l'autre côté. Elles montèrent l'escalier étroit jusqu'au 3e étage. Sur une porte en bois sombre, une simple plaque en cuivre indiquait « Madame Laurent, consultation sur rendez-vous ». Avant même qu'elle ne frappe, la porte s'ouvrit,
révélant une femme d'une soixantaine d'années, grande et élégante, aux cheveux blancs coiffés en chignon. Ses yeux gris, d'une intensité surprenante, se posèrent immédiatement sur Marie. « Je vous attendais, dit-elle simplement. « Entrez, Madame Dubois. Votre fils est très insistant depuis quelques jours. » Marie chancela légèrement. Comment cette femme pouvait-elle connaître son nom? Comment savait-elle pour Pierre? Madame Laurent s'effaça pour les laisser entrer dans un salon aux rideaux tirés, éclairé uniquement par quelques bougies. L'air était chargé d'encens, et sur les murs, des tableaux aux motifs ésotériques semblaient suivre leurs mouvements. « Asseyez-vous, dit doucement la médium en désignant 2 fauteuils. Nous avons beaucoup à dire. Pierre a tant de choses à vous raconter. » Marie s'assit, ses jambes tremblantes ne la portant plus. Dans la pénombre du salon, les flammes des bougies dansaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs. L'air semblait chargé d'électricité, comme avant un orage. Et alors que Madame Laurent prenait place en face d'elle, Marie sentit à nouveau cette présence, plus forte que jamais, et l'odeur familière du tabac de Pierre emplit la pièce. La séance. Le salon de Madame Laurent semblait exister dans une dimension à part, isolé du monde extérieur par d'épais rideaux de velours bordeaux qui ne laissaient filtrer aucune lumière du jour. Les bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs tapissés de motifs art nouveau, créant une atmosphère à la fois intime et légèrement inquiétante. Marie était assise dans un fauteuil de cuir usé, ses mains crispées sur son sac à main où elle avait glissé la dernière lettre de Pierre et son médaillon. Marguerite, silencieuse et attentive, s'était installée un peu en retrait, comme pour laisser plus d'espace à ce qui allait se produire. Madame Laurent alluma une dernière bougie qu'elle plaça au centre de la table ronde qui les séparait. Son visage, éclairé par en dessous, prenait des allures presque sculpturales. Ses yeux gris, d'une intensité troublante, ne quittaient pas Marie. « Avant de commencer, dit la médium d'une voix douce mais ferme, il faut que vous compreniez quelque chose, Madame Dubois. Je ne suis qu'un canal, un pont entre notre monde et celui des esprits. Je ne peux pas forcer les communications, je peux seulement les faciliter quand elles se présentent. » Marie hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. L'odeur d'encens qui flottait dans l'air se mêlait maintenant distinctement à celle du tabac de Pierre, cette fragrance si particulière qu'elle aurait reconnue entre mille. « Votre fils, continua Madame Laurent, est très présent. Je le sens depuis que vous avez franchi ma porte. Il est impatient. » Un léger sourire éclaira son visage. « Il a toujours été comme ça, n'est-ce pas? Pressé, enthousiaste. » Marie sursauta. « Comment savez-vous? Je vous l'ai dit, il est là. Il me montre des images, des souvenirs. Je le vois petit garçon, courant dans les jardins du Luxembourg. Vous lui disiez toujours de ne pas aller trop vite, de faire attention aux autres promeneurs. » Les larmes montèrent aux yeux de Marie. Ce souvenir était si précis, si personnel. Comment cette femme pouvait-elle savoir? Madame Laurent tendit ses mains au-dessus de la table. « Voulez-vous bien me donner vos mains, Madame Dubois? Et si vous avez apporté quelque chose lui ayant appartenu ?» D'une main tremblante, Marie sortit le médaillon de son sac et le posa sur la table. Puis elle plaça ses mains dans celles de la médium. Elles étaient chaudes et douces, étrangement réconfortantes. Dès que le contact fut établi, la flamme de la bougie centrale vacilla violemment. Un courant d'air froid traversa la pièce, faisant frissonner les 3 femmes. « Il est là, » murmura Madame Laurent, ses yeux se voilant légèrement. Sa voix changea subtilement, devenant plus grave, plus jeune. « Il vous a vu pleurer sur sa dernière lettre hier soir, quand vous l'avez relue pour la 100e fois. » Marie étouffa un sanglot. C'était vrai. Chaque soir, elle relisait cette lettre inachevée, celle qu'il n'avait jamais pu terminer. Il dit. La médium s'interrompit, comme écoutant une voix que les autres ne pouvaient entendre. Il dit que vous devez arrêter de vous en vouloir pour ce dernier matin. Vous savez, le croissant que vous n'aviez pas eu le temps d'acheter. Cette fois, Marie ne put retenir ses larmes. Ce détail la torturait depuis des années. Le matin du départ de Pierre, elle n'avait pas eu le temps d'aller chercher ses croissants préférés à la boulangerie. Un détail insignifiant, mais qui l'avait rongé de culpabilité. Il rit, continua Madame Laurent, un léger sourire aux lèvres. Il dit que les croissants du front étaient tellement mauvais qu'il repensait souvent à ceux de Madame Moreau. Mais ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était votre présence ce matin-là. Les mains de la médium se crispèrent légèrement. Il veut vous parler de ces derniers moments. Marie se raidit. C'était ce qu'elle redoutait le plus,
mais aussi ce qu'elle désirait savoir depuis 5 ans. Ce n'était pas comme vous l'imaginez, reprit Madame Laurent, sa voix devenant plus douce. Il n'a pas souffert longtemps. Il pensait à vous, bien sûr, mais aussi à quelque chose, non, à quelqu'un d'autre. La médium s'interrompit brusquement, comme surprise par ce qu'elle recevait. Elle fronça les sourcils, concentrée. Il y a une jeune femme, dit-elle lentement. Quelqu'un dont il ne vous a jamais parlé. Il s'en veut pour ça, mais il avait ses raisons. Elle s'appelle, attendez. Isabelle. Marie sentit son cœur manquer un battement. Ce nom ne lui disait rien. Il l'a rencontrée peu avant la guerre, dans une librairie près de la Sorbonne. Il voulait vous en parler, mais tout est allé si vite avec la mobilisation. Il dit que c'est important que vous la trouviez. Il y a quelque chose que vous devez savoir. À cet instant, la flamme de la bougie s'éteignit brutalement, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. Madame Laurent lâcha les mains de Marie, respirant profondément comme si elle émergeait d'une longue plongée. Il a utilisé beaucoup d'énergie, dit-elle de sa voix normale. C'est souvent ainsi la première fois. Ils ont tant à dire, tant à partager. Marie resta silencieuse, essayant d'absorber tout ce qu'elle venait d'entendre. Marguerite s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule. Il y a autre chose, reprit Madame Laurent après avoir rallumé la bougie. Il me montre des images d'autres soldats, des camarades. Il veut que vous sachiez ce qui leur est arrivé, qu'ils ont des messages pour leur famille. Pendant l'heure qui suivit, la médium transmit des noms, des dates, des détails précis sur des hommes que Pierre avait connus dans les tranchées. Des dernières paroles, des objets cachés que les familles devraient retrouver, des secrets à révéler. Marie notait fébrilement chaque information dans un petit carnet, ses mains tremblant tellement que son écriture était à peine lisible. Chaque détail semblait si précis, si personnel qu'il était impossible de douter. Finalement, la présence de Pierre commença à s'estomper. L'odeur de tabac se dissipa progressivement, et la température de la pièce revint à la normale. Il est fatigué maintenant, dit doucement Madame Laurent. Mais il reviendra. Il a encore beaucoup à vous dire, surtout concernant cette Isabelle. Marie se leva lentement, ses jambes tremblantes la portant à peine. Elle se sentait vidée, émotionnellement épuisée, mais aussi étrangement apaisée. Pour la première fois depuis 5 ans, elle avait la certitude que son fils n'avait pas complètement disparu. Comment ? Elle dut s'éclaircir la gorge avant de continuer. Comment puis-je vous remercier ? Madame Laurent secoua la tête. Je ne fais que transmettre ce qui doit l'être. Revenez dans une semaine. Pierre sera plus fort alors, plus capable de communiquer clairement. Et d'ici là, cherchez cette Isabelle. Il insiste beaucoup sur ce point. Dans la rue, la lumière vive de l'après-midi semblait irréelle après la pénombre du salon de Madame Laurent. Marie et Marguerite marchèrent en silence pendant un moment, chacune perdue dans ses pensées. « Vous allez chercher cette jeune femme ?» demanda finalement Marguerite. Marie serra son sac contre elle, sentant le poids du médaillon à l'intérieur. « Je ne sais pas. Tout cela semble si... » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « Si réel ?» suggéra doucement Marguerite. Comment aurait-elle pu savoir tous ces détails ? L'histoire des croissants, les jardins du Luxembourg. Marie s'arrêta au milieu du trottoir, regardant sans les voir les passants qui les contournaient. Ce n'est pas seulement ça. C'était lui, Marguerite. Sa présence, son parfum, sa façon de rire quand il me taquinait. Comment pourrais-je ignorer ça ? Un groupe d'enfants passa en courant près d'elle, leur rire résonnant dans la rue comme un écho du passé. Marie les regarda s'éloigner, pensant à Pierre au même âge, à tout ce qu'elle ne savait pas encore de sa vie, de ses secrets. « Je chercherai cette Isabelle, dit-elle finalement. Je dois savoir. Je dois comprendre pourquoi c'était si important pour lui que je la trouve. » Les deux femmes reprirent leur marche vers la rue de Rennes. Le soleil commençait à décliner, dorant les façades des immeubles haussmanniens. Dans le lointain, les cloches de Saint-Sulpice sonnaient les vêpres, leur son familier rappelant à Marie toutes ces fois où Pierre et elle rentraient de leur promenade dominicale. Cette nuit-là, seule dans son appartement, Marie sortit toutes les lettres de Pierre, les relisant une à une à la recherche d'un indice, d'une mention même voilée d'Isabelle. Mais il n'y avait rien. Son fils avait gardé ce secret jusqu'au bout. Pourtant, alors qu'elle s'endormait enfin aux premières lueurs de l'aube, l'odeur familière du tabac flotta à nouveau dans sa chambre, comme une promesse que les réponses viendraient bientôt. Les révélations. Paris, été 1920.
Les séances avec Madame Laurent devinrent rapidement le point d'ancrage de la vie de Marie. Chaque jeudi après-midi, elle gravissait les marches usées de l'immeuble de la rue des Saints-Pères, son cœur battant d'anticipation. Le petit salon de la médium était devenu un sanctuaire, un pont entre deux mondes, où l'impossible prenait vie dans la pénombre des rideaux tirés. Ce jour-là, l'air était particulièrement lourd, chargé d'une électricité inhabituelle. Les persiennes filtraient la lumière dorée de juillet, créant des motifs dansant sur le tapis persan élimé. Madame Laurent, vêtue de sa habituelle robe de soie noire, semblait plus pâle que d'ordinaire, comme si elle pressentait l'importance de ce qui allait se produire. « Votre fils est particulièrement présent aujourd'hui, Madame Dubois, murmura-t-elle en prenant place dans son fauteuil de velours rouge. Il y a une urgence dans son énergie que je n'ai jamais ressentie auparavant. Marie serra nerveusement son mouchoir brodé entre ses doigts. Les séances précédentes avaient déjà apporté tant de révélations. Pierre avait décrit avec une précision bouleversante ses derniers moments sur le champ de bataille de Verdun. Il avait parlé de cette aube brumeuse où, avec 3 de ses camarades, il s'était porté volontaire pour une mission de reconnaissance. Le brouillard épais masquait les positions ennemies, mais aussi leur propre chemin de retour. Il me montre une tranchée, continua Madame Laurent, ses yeux mi-clos. Je vois de la boue, tellement de boue. Il y a des explosions tout autour. Pierre court, il porte quelque chose, non, quelqu'un. Un jeune soldat blessé. Sa voix trembla légèrement. Il dit que c'était Marcel Renaud, de Bordeaux. Il veut que vous sachiez qu'il a réussi à le ramener vivant dans les lignes françaises. Marie hocha la tête, les larmes aux yeux. La semaine précédente, elle avait reçu une lettre d'une certaine Madame Renaud, confirmant que son fils Marcel avait effectivement été sauvé par un certain Pierre Dubois à Verdun. Marcel avait survécu à la guerre et venait d'avoir son premier enfant, qu'il avait nommé Pierre en l'honneur de son sauveur. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. L'atmosphère du salon semblait plus dense, plus chargée de secrets. Madame Laurent respirait plus rapidement, ses mains s'agitaient sur les accoudoirs de son fauteuil. « Pierre me montre autre chose maintenant, reprit-elle d'une voix altérée. Un jardin, non, un parc. Le Luxembourg, je crois. C'était avant la guerre. Il est assis sur un banc, il attend quelqu'un. » La médium fit une pause, son front se plissant de concentration. Une jeune femme arrive. Elle est belle, très belle. Des cheveux châtains coiffés en chignon, une robe bleue. Elle s'appelle Isabelle, souffla soudain la voix de Madame Laurent, mais ce n'était plus tout à fait sa voix. Marie sentit un frisson parcourir son échine. Cette intonation, cette façon de prononcer le nom, c'était la voix de Pierre. Maman, continua la voix, et Marie dut porter une main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de t'avouer avant de partir. Les minutes qui suivirent bouleversèrent tout ce que Marie croyait savoir de son fils. Pierre raconta, à travers Madame Laurent, comment il avait rencontré Isabelle au printemps 1914. Elle était institutrice dans une école du 5e arrondissement. Leur chemin s'était croisé un dimanche au jardin du Luxembourg, alors qu'elle lisait sur un banc et que son chapeau s'était envolé. Pierre l'avait rattrapée, et ce geste simple avait changé leur vie. Pendant 4 mois, ils s'étaient aimés en secret, se retrouvant dans les jardins publics, échangeant des lettres passionnées. Pierre rêvait de la présenter à sa mère, mais il voulait d'abord s'établir professionnellement, être digne d'elle aux yeux de la société. La dernière fois que je l'ai vue, poursuivit la voix tremblante de Madame Laurent, c'était la veille de mon départ pour le front. Nous nous sommes retrouvés dans notre jardin, notre banc. Elle pleurait, maman. Elle m'a dit quelque chose ce soir-là, quelque chose qui m'a accompagné jusqu'à mon dernier souffle. Marie sentit son cœur se serrer. Elle connaissait son fils, elle entendait dans ses mots la même émotion contenue qui le caractérisait de son vivant. Elle attendait un enfant, maman. Notre enfant. Je lui ai promis de revenir, de l'épouser dès mon retour. Je lui ai donné la chaîne avec la médaille de Saint-Michel que tu m'avais offerte pour ma communion. Je voulais qu'elle ait quelque chose de moi, quelque chose qui la protégerait. Le salon sembla soudain manquer d'air. Marie se leva brusquement, chancelant légèrement. Un enfant. Son fils avait un enfant. Quelque part dans Paris, ou peut-être ailleurs, elle avait un petit-fils ou une petite-fille qu'elle ne connaissait pas. Isabelle Rousseau reprit la voix, plus faible maintenant. Elle habitait rue Mouffetard à l'époque. Je ne sais pas où elle est maintenant, mais elle a gardé l'enfant, j'en suis certain. Je les ai vus, de l'autre côté. C'est un garçon, maman.
Il a tes yeux, et mon sourire. Madame Laurent s'affaissa soudain dans son fauteuil, épuisée. La connexion était rompue, mais les révélations de Pierre résonnaient encore dans la pièce comme un écho impossible à faire taire. Dans les jours qui suivirent, Marie vécut dans un état second. Elle passait des heures à regarder les vieilles photographies de Pierre, cherchant dans ses expressions un indice, un signe qui aurait pu trahir ce secret. Comment n'avait-elle rien vu? Elle se souvenait maintenant de petits détails, son fils plus distrait au printemps 1914, ses sorties plus fréquentes, des lettres qu'il cachait précipitamment à son approche. Marguerite, sa fidèle amie, l'aida à commencer les recherches. Elles se rendirent à l'école de la rue Mouffetard, où une vieille concierge se souvenait effectivement d'une mademoiselle Rousseau. Une jeune femme charmante, avait-elle dit. Elle est partie précipitamment à l'automne 1914, juste après le début de la guerre. Je crois qu'elle retournait dans sa famille, quelque part dans l'Est. Les semaines passèrent, ponctuées de nouvelles séances avec Madame Laurent. Pierre se manifestait toujours, mais il semblait maintenant plus paisible, comme si le fait d'avoir partagé son secret lui avait apporté un certain soulagement. Il donnait parfois des indices, des noms de lieux, des détails sur la famille d'Isabelle, des bribes de leur histoire commune. Marie apprit ainsi qu'Isabelle était originaire de Reims, que son père était horloger, qu'elle avait une sœur cadette prénommée Louise. Chaque information était précieusement notée dans un petit carnet à la couverture de cuir, celui-là même où Marie avait autrefois consigné les premiers pas de Pierre. Un soir d'août, alors que la chaleur écrasante maintenait les Parisiens éveillés, Marie reçut une lettre qui allait tout changer. Elle provenait d'une certaine Madame Leroux, directrice d'école à Reims. En réponse à ses nombreuses demandes de renseignements, elle confirmait qu'une Isabelle Rousseau avait effectivement enseigné dans son établissement depuis l'automne 1914. Une excellente institutrice, précisait la lettre, très appréciée des enfants. Elle vit maintenant dans le village de Saint-Thierry, à quelques kilomètres de Reims, avec son jeune fils. Marie resta longtemps assise à sa table, la lettre entre les mains, regardant par la fenêtre ouverte les toits de Paris qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Quelque part là-bas, vers l'est, vivait une partie d'elle-même qu'elle ne connaissait pas encore. Un petit garçon qui avait les yeux de sa famille, qui portait en lui le sang des Dubois, qui grandissait sans savoir qu'une grand-mère à Paris pensait à lui chaque jour. Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'annonce de la mort de Pierre, Marie dormit d'un sommeil profond et paisible. Dans ses rêves, elle vit son fils, souriant et serein, tenant par la main un petit garçon aux yeux rieurs. « Va les trouver, maman, semblait-il dire. Il est temps de réunir notre famille. » Le lendemain matin, Marie commença à préparer sa valise. Le voyage vers Reims serait long, mais chaque kilomètre la rapprocherait de cette part manquante de son cœur, de cet amour que Pierre avait laissé derrière lui comme un dernier cadeau à sa mère. La quête. Paris, automne 1920. Le ciel parisien s'était paré des couleurs de l'automne, les feuilles dorées dansaient dans les rues comme autant de souvenirs éparpillés. Marie Dubois, le cœur battant, se tenait devant la gare de l'Est, son billet pour Reims serré dans sa main tremblante. La révélation de l'existence d'Isabelle et d'un possible petit-fils avait bouleversé son monde déjà fragile, mais elle sentait au plus profond d'elle-même que cette quête était nécessaire. Le train s'ébranla dans un nuage de vapeur, emportant Marie vers l'inconnu. Pendant le voyage, elle ne cessait de repenser aux paroles de son fils, transmises par Madame Laurent. Comment Pierre avait-il pu garder un tel secret? Elle se souvenait maintenant de ces moments où il semblait perdu dans ses pensées, de ces sorties prolongées qu'il expliquait vaguement. Tout prenait un sens nouveau, comme les pièces d'un puzzle longtemps incomplet. Le paysage défilait, alternant entre les champs ravagés par la guerre et les premières tentatives de reconstruction. Chaque ruine, chaque cratère encore visible lui rappelait le prix terrible de ce conflit qui lui avait arraché son fils. Mais aujourd'hui, peut-être, elle allait retrouver une partie de lui. À la gare de Reims, Marie dut prendre une correspondance vers le petit village de Saint-Brice-sous-Forêt. Le contraste entre la ville martyre, ses immeubles éventrés, et la quiétude du village était saisissant. Les habitants la regardaient avec curiosité, une étrangère élégante dans leur petit monde rural. L'aubergiste du village, une femme corpulente au visage avenant, connaissait Isabelle. Ah, la petite Isabelle Rousseau? Elle vit dans la maison au bout du chemin des Tilleuls, celle avec les volets bleus. Une brave fille, vous savez, qui élève seule son petit. Pas facile tous les jours, mais elle ne se plaint jamais. Le chemin des Tilleuls était bordé d'arbres centenaires dont les feuilles bruissaient doucement dans la brise d'automne. Marie s'arrêta plusieurs fois, le souffle court, submergée par l'émotion. Que dirait-elle à cette jeune femme? Comment expliquer sa présence après tant d'années?
la maison aux volets bleus apparut enfin, modeste mais bien entretenue. Un petit jardin potager s'étendait sur le côté, et des jouets d'enfants étaient éparpillés devant la porte. Marie resta un moment immobile, observant la fumée qui s'échappait de la cheminée. Des rires d'enfants lui parvenaient par une fenêtre entr'ouverte. Rassemblant son courage, elle poussa le petit portail qui grinça légèrement. À ce bruit, la porte d'entrée s'ouvrit, et une jeune femme apparut. Elle devait avoir 25 ans tout au plus, ses cheveux châtains noués en un chignon simple, son tablier encore couvert de farine. Ses yeux, d'un vert profond, s'écarquillèrent en voyant Marie. « Madame Dubois » murmura-t-elle, pâlissant soudainement. « Je vous ai reconnu. Pierre avait votre photographie. » Marie sentit ses jambes faiblir. Cette jeune femme la connaissait, avait vu son image, alors qu'elle-même ignorait tout de son existence jusqu'à présent. Isabelle ? Sa voix n'était qu'un souffle. Un petit garçon apparut derrière les jupes d'Isabelle, et Marie dut s'appuyer contre la clôture. Ses yeux. C'était le regard de Pierre qui la fixait avec curiosité, le même éclat malicieux, la même forme en amande. « Jean-Pierre, va jouer dans le jardin, » dit doucement Isabelle, poussant gentiment l'enfant. Puis, se tournant vers Marie, « Je vous en prie, entrez. Je vous dois des explications. » L'intérieur était simple mais chaleureux. Des dessins d'enfants couvraient les murs, et une odeur de pain frais flottait dans l'air. Isabelle fit asseoir Marie à la table de la cuisine et commença à préparer du thé, ses mains tremblant légèrement. « Je voulais vous écrire, tant de fois, » commença Isabelle, versant l'eau chaude dans les tasses. « Mais comment vous dire? Comment vous expliquer ?» Les heures qui suivirent furent remplies de révélations. Isabelle raconta sa rencontre avec Pierre, 2 ans avant la guerre, lors d'une fête de village. Comment leur amour était né, doucement d'abord, puis avec une intensité qui les avait surpris tous les deux. Pierre venait la voir dès qu'il le pouvait, faisant le trajet depuis Paris. Il voulait faire les choses dans l'ordre, expliqua Isabelle, les yeux brillants de larmes. Terminer ses études, trouver un bon travail, puis venir vous parler. Nous avions tant de projets. Puis la guerre était venue, bouleversant tous leurs plans. Leur dernière nuit ensemble, avant son départ pour le front, avait donné naissance à Jean-Pierre. Il ne l'a jamais su, murmura Isabelle. Je l'ai appris 2 mois après son départ. Je lui ai écrit une lettre, mais... Marie sortit de son sac une enveloppe jaunie, jamais ouverte, jamais distribuée, qu'elle avait trouvée parmi les effets de Pierre retournés du front. L'adresse était celle d'Isabelle. La jeune femme la prit avec des mains tremblantes. La lettre contenait les mots que Pierre n'avait jamais pu dire. Son amour pour Isabelle, ses projets d'avenir, sa joie à l'idée de fonder une famille. « Je parlerai à ma mère dès mon retour », écrivait-il. « Elle comprendra, elle a toujours su lire dans mon cœur. » Les 2 femmes pleurèrent ensemble, unies dans leur amour pour l'homme qu'elles avaient perdu. Jean-Pierre, intrigué par ses larmes, revint dans la cuisine. Cette fois, Marie ouvrit ses bras, et l'enfant, après une brève hésitation, vint s'y blottir. « Tu as les yeux de ton papa, » dit-elle doucement, caressant ses cheveux. Et son sourire aussi. Les jours suivants, Marie resta au village, apprenant à connaître ce petit-fils inattendu. Jean-Pierre était vif et curieux, comme l'avait été Pierre au même âge. Il posait 1000 questions sur son père, buvant chaque histoire, chaque anecdote que Marie partageait. Isabelle raconta comment elle avait survécu pendant la guerre, travaillant au champ tout en cachant sa grossesse le plus longtemps possible. Le village l'avait soutenue, protégée. Il savait pour Pierre et moi, expliqua-t-elle. Ici, les secrets n'existent pas vraiment. Un soir, alors que Jean-Pierre dormait, Isabelle sortit une boîte contenant des lettres de Pierre, des photographies, de petits souvenirs de leur amour. Marie découvrit un autre aspect de son fils, un jeune homme amoureux, plein de rêves et de projets. « Il parlait souvent de vous, » dit Isabelle. « Il disait que vous étiez la femme la plus forte qu'il connaissait, qu'il tenait sa détermination de vous. Il voulait tellement vous rendre fier. » La décision de Marie fut presque naturelle. Son appartement parisien était trop grand pour elle seule, et la solitude lui pesait. « Venez vivre avec moi, proposa-t-elle. Jean-Pierre pourra aller à la même école que son père, et vous pourrez reprendre vos études si vous le souhaitez. » Isabelle hésita, ne voulant pas s'imposer, mais Marie insista. Pierre aurait voulu que nous soyons une famille. Nous le sommes déjà, même s'il nous a fallu du temps pour nous trouver. Le déménagement fut organisé avec l'aide du village entier. Chacun voulait contribuer, comprenant l'importance de cette réunion.
L'aubergiste prépara un grand repas d'adieu, et le maire lui-même vint souhaiter bonne chance à cette famille recomposée. Alors qu'elle chargeait les dernières malles dans la carriole qui devait les conduire à la gare, Marie remarqua un papillon bleu qui voletait autour d'elle. Jean-Pierre courut après lui en riant, ses cheveux dorés brillant dans le soleil d'automne. Pierre adorait les papillons étant petit, dit Marie doucement. Isabelle sourit à travers ses larmes. Je sais. Il me l'avait dit. Il disait que c'était comme des morceaux de ciel qui dansaient. Le train qui les ramenait vers Paris était rempli d'espoir et de promesses d'avenir. Jean-Pierre, excité par ce grand voyage, ne cessait de regarder par la fenêtre, pointant du doigt chaque nouvelle découverte. Marie et Isabelle échangeaient des regards complices, commençant déjà à tisser les liens d'une nouvelle relation. Le soleil se couchait sur la campagne française, dorant les champs de ses derniers rayons. Marie sentit une paix profonde l'envahir. Son fils lui avait fait un dernier cadeau, le plus précieux de tous, une nouvelle famille, un nouveau départ, une raison de continuer à vivre et à aimer. Dans sa poche, elle serra la dernière lettre de Pierre, celle qu'il n'avait jamais pu envoyer. Ces mots résonnaient maintenant avec une clarté nouvelle, l'amour ne meurt jamais vraiment, maman. Il se transforme, il grandit, il trouve de nouveaux chemins. La paix retrouvée. Paris, Noël 1920. Les premiers flocons de neige commençaient à danser dans le ciel parisien, transformant les rues pavées en un tapis blanc immaculé. L'appartement de Marie Dubois, autrefois silencieux et empreint de mélancolie, vibrait maintenant d'une nouvelle vie. Les préparatifs de Noël battaient leur plein, et l'odeur des biscuits à la cannelle se mêlait aux effluves de sapin frais. Jean-Pierre, perché sur un escabeau sous la surveillance attentive d'Isabelle, accrochait avec application les dernières décorations dans le grand sapin installé près de la fenêtre. Ses petites mains plaçaient soigneusement chaque boule de verre, certaines datant de l'enfance de Pierre. Marie, assise dans son fauteuil préféré, observait la scène avec des yeux brillants d'émotion. « Regarde, grand-mère !» s'exclama Jean-Pierre en brandissant une vieille étoile dorée. « Est-ce que c'est vrai que papa accrochait toujours celle-ci tout en haut ?» Marie hocha la tête, submergée par les souvenirs. « Oui, mon chéri. Ton père insistait pour la mettre lui-même, même quand il était tout petit. Il disait que c'était l'étoile qui guidait les anges vers notre maison. » Isabelle s'approcha doucement de Marie, posant une main réconfortante sur son épaule. Depuis leur installation 3 mois plus tôt, les deux femmes avaient développé une complicité touchante, unies par leur amour pour Pierre et par ce petit garçon qui lui ressemblait tant. L'adaptation à leur nouvelle vie n'avait pas été sans défi. Il avait fallu réorganiser l'appartement, inscrire Jean-Pierre à l'école, et surtout, apprendre à vivre ensemble, à créer une nouvelle routine. Mais chaque jour apportait son lot de petites joies, de découvertes, de moments partagés qui rendaient leur cohabitation de plus en plus naturelle. Marguerite, fidèle amie de Marie, était devenue une grand-tante adoptive pour Jean-Pierre. Elle venait presque quotidiennement, apportant toujours quelques petites surprises pour l'enfant et des conseils précieux pour Isabelle. Ce soir-là, elle devait les rejoindre pour le dîner, comme chaque veille de Noël. « Maman » appela Jean-Pierre, descendant prudemment de son escabeau, « est-ce que tu peux me raconter encore une fois comment papa et toi vous vous êtes rencontrés ?» Isabelle sourit, s'installant sur le canapé et attirant son fils contre elle. Marie se rapprocha, ne se lassant jamais d'entendre cette histoire qui lui révélait une facette de son fils qu'elle n'avait pas connue. « C'était lors de la fête du village », commença Isabelle, ses yeux perdus dans ses souvenirs. « Il pleuvait ce jour-là, et ton père s'était réfugié sous le même auvent que moi. Il m'a fait rire en imitant les gens qui couraient sous la pluie, comparant chacun à un animal différent. Il avait ce don pour voir le côté amusant de chaque situation. » Un coup discret à la porte interrompit son récit. C'était Madame Laurent, la médium, que Marie avait invitée pour cette soirée spéciale. Depuis la découverte d'Isabelle et Jean-Pierre, Marie n'avait plus ressenti le besoin pressant de communiquer avec Pierre, mais elle souhaitait partager ce moment de fête avec celle qui avait permis cette réunion miraculeuse. La médium entra, apportant avec elle une atmosphère de sérénité. Ses yeux s'attardèrent sur Jean-Pierre avec tendresse. « Comme il lui ressemble », murmura-t-elle en s'installant près du feu. « Pierre doit être tellement heureux de vous voir tous réunis. » La soirée avança doucement, rythmée par les rires de Jean-Pierre déballant les cadeaux que chacun lui avait apportés, par les histoires partagées autour d'un chocolat chaud, par les chants de Noël que Marguerite accompagnait au piano. L'appartement semblait vibrer d'une chaleur qui dépassait celle du feu dans la cheminée. Après le dîner, alors que Jean-Pierre somnolait sur les genoux d'Isabelle, Madame Laurent se redressa soudainement, son visage prenant cette expression particulière que Marie avait appris à reconnaître. «
Pierre est ici, annonça-t-elle doucement. Il souhaite vous parler une dernière fois. Le silence tomba dans la pièce, même Jean-Pierre se réveilla, sentant l'importance du moment. La voix de Madame Laurent changea subtilement, prenant des inflexions que Marie reconnut immédiatement comme celles de son fils. « Maman, dit la voix à travers Madame Laurent, tu as fait exactement ce que j'espérais. Tu as trouvé ma famille, tu as ouvert ton cœur, et maintenant, je peux vraiment partir en paix. Isabelle, continua-t-il, tu as été si courageuse, si forte. Notre fils est magnifique, et je suis tellement fier de voir l'homme qu'il devient grâce à toi. » Jean-Pierre, les yeux écarquillés, s'approcha de Madame Laurent. « Papa, murmura-t-il. »« Mon petit bonhomme, répondit la voix avec tendresse. Je suis toujours là, dans chaque histoire que ta maman et ta grand-mère te racontent, dans chaque fois que tu ris comme je le faisais, dans chaque moment où tu te sens particulièrement courageux. Je suis la brise qui ébouriffe tes cheveux, le rayon de soleil qui te réchauffe, l'étoile qui brille le plus fort dans le ciel. » Marie et Isabelle pleuraient silencieusement, main dans la main. Marguerite, émue, jouait doucement une berceuse que Pierre adorait enfant. « Je dois partir maintenant, continua la voix. Ma mission est accomplie. Vous êtes ensemble, vous vous aimez, vous prenez soin les uns des autres. C'est tout ce que j'ai jamais souhaité. Maman, n'aie plus peur de rire, de vivre. Isabelle, permets-toi d'être heureuse à nouveau. Et Jean-Pierre, mon fils, grandis en sachant que tu es profondément aimé. » La présence de Pierre sembla s'estomper doucement, comme une brume matinale sous le soleil. Madame Laurent revint à elle lentement, essuyant une larme qui coulait sur sa joue. Jean-Pierre fut le premier à briser le silence. « Grand-mère, dit-il en se blottissant contre Marie, est-ce que papa sera toujours avec nous maintenant ? » « Oui, mon chéri, répondit Marie en caressant ses cheveux. D'une façon différente, mais il sera toujours là. La soirée se poursuivit dans une atmosphère de paix profonde. Marguerite raconta des histoires de Pierre enfant, faisant rire Jean-Pierre aux éclats. Isabelle sortit un album photo qu'elle avait apporté de Saint-Brice, montrant un Pierre rayonnant, amoureux, plein de vie. Marie découvrit avec émerveillement ces moments de bonheur qu'elle n'avait pas connus. Plus tard dans la nuit, alors que Jean-Pierre dormait profondément dans sa nouvelle chambre, celle qui avait été celle de son père, les adultes restèrent à discuter autour d'un dernier verre de vin. La neige tombait toujours doucement dehors, créant un cocon de silence ouaté autour de l'appartement. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier, dit Isabelle à Marie. Vous nous avez offert bien plus qu'un toit. Vous nous avez donné une famille. » Marie serra la main de la jeune femme. « C'est vous qui m'avez rendu la vie, ma chérie. Grâce à vous et à Jean-Pierre, je peux enfin honorer la mémoire de Pierre comme il le mérite, en vivant, en aimant, en allant de l'avant. » Madame Laurent, qui s'apprêtait à partir, s'arrêta sur le seuil. « Vous n'aurez plus besoin de moi maintenant, dit-elle avec un sourire bienveillant. Pierre vous a confié les uns aux autres. C'est le plus beau des cadeaux de Noël. » Les jours qui suivirent furent remplis de cette même paix. Marie reprit l'habitude de faire des gâteaux, retrouvant le plaisir d'entendre les compliments enthousiastes de Jean-Pierre. Isabelle commença des cours du soir, réalisant un rêve qu'elle avait mis de côté pendant la guerre. La vie reprenait ses droits, différente mais belle. Le soir, quand la maisonnée dormait, Marie s'asseyait parfois dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où Pierre aimait lire. Elle ne pleurait plus. Elle souriait, écoutant les respirations paisibles de sa famille, sentant la présence aimante de son fils dans chaque recoin de l'appartement. Sur la cheminée, une nouvelle photographie avait rejoint celle de Pierre en uniforme, un portrait de famille pris le jour de Noël, montrant 3 générations unies par l'amour d'un homme qui avait su, même dans la mort, prendre soin des siens. Marie, Isabelle et Jean-Pierre y souriaient, leurs visages illuminés par la lumière des bougies et par cette paix nouvelle qu'ils avaient trouvée ensemble. Dans le ciel de Paris, une étoile brillait plus fort que les autres, comme un clin d'œil complice de Pierre veillant sur sa famille enfin réunie.